Il reste encore beaucoup à découvrir sous les mers. Depuis de très nombreuses années, une rumeur fait état d'une mystérieuse découverte qu'aurait faite l'un des plus grands explorateurs du XXe siècle, le commandant Cousteau. Qu'aurait vu le commandant Cousteau près de Djibouti? S'agirait-il d'une espèce inconnue, remettant en cause les représentations scientifiques les plus audacieuses? S'agit-il d'une légende urbaine? Pour y voir plus clair, j'ai voulu inviter Michel Ballot, fin connaisseur de cette énigme. Avec lui, nous allons démêler les fils qui entourent ce mystère Cousteau. Apprêtez-vous à découvrir les grands fonds mystérieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouveau numéro aujourd'hui des Aventuriers des Animaux Perdus et nous convoquons aussi une figure que vous avez tous encore en tête, le fameux bonnet rouge du commandant Cousteau et un mystère autour de cet homme. Un mystère peut-être que vous ne connaissez pas et qui va nous être aujourd'hui éclairé avec sa passion et son érudition habituelle. Et je le remercie, c'est Michel Ballot. Bonjour Michel. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Eh ben, très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation et surtout, on va commencer par évoquer ce mystère ou cette affaire Cousteau parce que vous avez écrit un article dans Le Monde de l'Inconnu, c'était en 2001. Cet article a été ensuite plutôt relayé, voire largement plagié. On en parlera, ça pose d'ailleurs des problèmes et des mises au point qui seront à faire. Et de quoi s'agit-il alors, cet article qui date de 2001 autour de l'affaire Cousteau? Bon, d'abord, Philippe, je tiens à vous remercier donc, de me donner à nouveau la possibilité de discuter cryptozoologie avec vous et puis au travers de, bien sûr, de vos auditrices et de vos auditeurs, des personnes qui vous suivent depuis bien longtemps dans vos excellentes émissions. Et ça, je tiens à le préciser. Alors, cette affaire Cousteau, c'est une vieille affaire qui remonte aux années 1990. J'avais à l'époque, dans un petit fanzine que, que j'éditais à l'époque, j'avais écrit en 95 déjà, y a-t-il un mystère Cousteau? Et à la suite de cet article dans ce fanzine, j'ai écrit donc dans une revue un article général qui s'appelait effectivement Y a-t-il un mystère Cousteau? Et cet article, je l'avais écrit, donc il était paru dans cette revue en 2001, donc 5 ans pratiquement après mon premier travail de recherche sur cette affaire Cousteau dans ce fanzine que j'éditais dans les années 90. Et donc j'ai mis du temps, j'ai réfléchi sur ce qui m'avait été donné comme information par en particulier à l'époque l'un de mes correspondants en cryptozoologie qui était à l'époque militaire dans la zone de Djibouti et qui m'avait raconté une histoire assez extraordinaire sur cette affaire Cousteau. Alors, j'ai fait des recherches, effectivement, j'ai travaillé sur cet article, j'ai fait paraître cet article, et à la suite de ça, et c'est le côté négatif qu'on peut voir d'Internet, c'est que mon article a été entièrement pompé par de très très nombreux sites, mais littéralement, c'est-à-dire de la première lettre jusqu'à la dernière lettre, jusqu'au point final de l'article, on a copié-collé entièrement mon article dans de très nombreux sites. Voilà. Puisque finalement, avant que cet article ne paraisse, il n'y avait pratiquement rien sur Internet ou sur les revues de vulgarisation scientifique sur cette affaire Cousteau. Voilà. Donc tout le monde s'est empressé de balancer ça un peu partout. C'est dommage parce que cela quand même est navrant quand on fait un travail de recherche et de voir que ce travail de recherche finalement est entièrement pompé à gauche à droite sans mettre le nom de la personne qui a écrit l'article. Voilà. C'est ça qui est navrant. Moi, j'ai toujours été, depuis que je fais de la cryptozoologie, ça va faire maintenant plus de 30 ans, j'ai toujours été ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, quelqu'un vient me voir, je veux regarder vos archives, Michel, il n'y a aucun problème,
mes archives sont ouvertes. Je suis pour la communication et la transmission des dossiers. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on pompe des articles comme ça sans donner le nom de l'auteur. Voilà. Bon. C'est une parenthèse. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. C'est une parenthèse, c'est bien dommage. Alors, c'était Alors, important de le signaler parce que tout ce que j'ai pu lire effectivement sur cette affaire Cousteau, sans le savoir, c'était finalement du Michel Ballot. Et donc, c'est formidable. Les internautes pourront ainsi eux-mêmes faire leur jugement et voir que sur tous les sites, eh bien, c'est du Michel Ballot de A à Z qui reprend cette histoire de l'affaire Cousteau. Et c'était important de le rapporter parce qu'on est pour ici aussi le partage, la transmission, mais derrière, il y a des chercheurs sérieux qui enquêtent comme vous. Et il est bon aussi d'avoir l'origine et d'attribuer à César ce qui est à César, et à Michel Ballot ce qui est à Michel Ballot, et à Cousteau ce qui est à Cousteau. absolument. Et je vous en remercie, Philippe, d'appuyer ma remarque par votre commentaire. Alors, il est certain que cette affaire Cousteau, on peut se demander vraiment s'il y a eu une affaire. Et c'est vrai que lorsque j'ai écrit cet article, d'abord en 95 dans ce fanzine et ensuite dans cette revue en 2001, j'ai élaboré un certain nombre d'hypothèses suite à ce qui m'avait été raconté et suite à mes propres recherches. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on peut éventuellement, effectivement, essayer de trouver des solutions assez simples, zoologiques, finalement, à cette affaire Cousteau. Alors, Alors, quels sont les faits? Alors, les faits, c'est que, donc, suite à cette affaire Cousteau, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on sait que dans la réalité, le commandant Cousteau s'est rendu à plusieurs reprises dans un site qui se situe au large de Djibouti, que l'on appelle l'anse du Goubet, où il y a toute une sorte de légende des populations locales qui parle d'un monstre marin qui se situerait dans une grotte au travers, entre ces roches volcaniques, ces monts volcaniques qui se trouvent dans la anse du Goubet, cette anse qui se jette ensuite dans la mer Rouge. Donc, c'est une histoire au départ locale. Voilà. Comme il y a beaucoup de légendes locales un peu partout dans le monde, et cette histoire, effectivement, est bien connue des populations locales. Alors, le commandant Cousteau s'est rendu d'abord dans cette zone en 1952. C'est à l'époque de son premier passage qu'il a fait à l'intérieur de la mer Rouge. Ensuite, il est parti dans cette zone en 1963, en particulier pour rechercher des coraux, et c'est là où effectivement il visite la fosse du Goubet, en particulier pour rechercher des coraux. Voilà ce qui est dit. Et c'est à cette époque que certaines personnes qui habitent Djibouti et la région parlent que le commandant Cousteau aurait, lors de ses recherches, mis à l'eau une cage à requins avec à l'intérieur un chameau. Ça ne pouvait pas être un chameau vu la situation géographique, mais ça pouvait être éventuellement un dromadaire. Et cette cage aurait été descendue à l'intérieur de cette fosse. Et une fois que la cage avait été remontée, eh bien, l'animal qui avait été mis à l'intérieur n'y était plus, et la fosse était entièrement fracturée, abîmée de toutes parts. Et donc, bien entendu, les imaginations se sont enflammées quoi, après cette soi-disant expérience. Et on a dit, voilà, il y a un monstre qui enlève ces animaux dans les cages, qui broie les cages, etc. Alors, il est certain que
Cousteau est revenu à plusieurs reprises dans cette zone, il est même revenu en 1995, et lorsqu'il est revenu, encore les spéculations sont allées encore de plus en plus, ont été de plus en plus fortes. Mais lorsqu'il est revenu en 1995, Cousteau, il étudiait seulement dans cette zone-là les requins. Donc, voilà grosso modo l'affaire telle qu'on peut la cerner relativement avec simplicité. Cousteau est allé plusieurs fois dans cette zone pour faire un film sur les coraux, sur les requins. Voilà où on en est. Alors, pourquoi il y a ces témoignages? Eh bien, au départ, on a dit qu'il y avait effectivement les populations locales qui vivent dans cette zone, qui est une zone très hostile, qui se trouve donc qui est une sorte de détroit. Vous avez, si vous voulez, une anse qui est immense avec des roches volcaniques, et ensuite un passage très étroit qui sort vers la mer Rouge. Djibouti étant situé à l'extrémité de cette zone. Voilà. Donc, il y a eu des témoignages. Et alors, les témoignages sont essentiellement des témoignages qui viennent des Européens, des militaires. Vous savez très bien qu'à l'époque, moins maintenant, puisque la présence française est beaucoup moins importante à Djibouti qu'avant, mais à une époque, effectivement, la présence militaire française était très importante à Djibouti. Et les premiers témoignages proviennent effectivement de militaires, d'Européens, qui disent dans les archives que j'ai pu retrouver, que même le commandant Cousteau aurait fait imprimer des plaquettes, des sortes de flyers, qui auraient été diffusés en ville, en précisant qu'il y avait donc un monstre dans cette zone. Alors, on dit que le commandant Cousteau et son équipe auraient entièrement fait disparaître ces plaquettes, les auraient toutes achetées dans la zone de Djibouti pour effectivement que rien ne se sache. Alors, il y a des témoignages. J'ai retrouvé par exemple un témoignage de l'équipage du Nord Atlas qui survolait à basse altitude le lac Assal, donc qui est un lac dans la zone du Goubet. Et cet équipage aurait vu en 2019, donc c'est très récent, une tache sombre se déplacer au fond de la fosse du Goubet, une tache immense qui faisait pratiquement 32 mètres de circonférence. Voilà, il y a donc un certain nombre de témoignages, si vous voulez, de militaires, d'Européens qui semblent confirmer les propos des locaux. D'autant qu'il y a une île, l'île du Diable, il y a tout un faisceau de superstitions autour de ce lieu par les locaux d'ailleurs. Hein. Effectivement, c'est-à-dire que les locaux, historiquement, on se croit un peu dans le début d'un film de Jurassic Park. L'île du Diable, ça veut dire ce que ça veut dire, et effectivement, les locaux de cette zone parlent d'une zone très mystérieuse. Ils ne veulent pas aller pêcher dans cette zone, de peur effectivement qu'il y ait ce monstre qui apparaisse. Voilà. Donc on a des informations. J'ai eu des informations dans les années 90 relativement finalement éparses, mais qui finalement m'ont permis de faire cet article à l'époque parce que la question qu'on se demande, c'est de savoir s'il faut croire à ces témoignages, est-ce qu'il faut croire à ces populations locales qui pensent qu'il y a un monstre dans cette fosse de l'île du Diable? Il y a toujours quelque chose au départ d'une légende, au départ d'un mythe, il y a toujours quelque chose. Et on ne le retrouve pas seulement sur une affaire comme ça, on le retrouve aussi dans toutes les affaires concernant la cryptozoologie. Donc, on a des informations éparses.
d'un côté les populations locales, de l'autre des Européens, des militaires, et de l'autre Cousteau. Cousteau qui a totalement démenti dans son livre qui s'appelle du reste La vie et la mort des coraux, qui est paru en 1971. Cousteau dément complètement cette affaire. Alors, comme on dit, est-ce que véritablement, j'en reviens sur l'article que j'avais écrit cet article sur la base de quelques témoignages, et à la suite de cet article, j'avais énoncé un certain nombre d'hypothèses. D'abord, la première, est-ce que cette affaire du chameau qui se trouve dans une cage, que la cage est broyée, que le chameau n'existe plus, est-ce que cette affaire est vraie? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est vrai. Il n'y a pas de film. Il y aurait eu un film, soi-disant, mais Cousteau aurait dit que ce film, finalement, était mal filmé, on ne voyait pas grand-chose, mais que finalement, les zoologistes n'étaient pas prêts à voir la créature qui se trouvait dans cette zone. Je pense aujourd'hui, 20 ans plus tard, que ces déclarations ne peuvent pas venir véritablement de Cousteau. Il y a eu certainement beaucoup de théories qui ont été faites par les populations là-bas, mais je ne pense pas qu'un homme comme Cousteau, qui a voyagé dans toutes les mers du monde, qui nous a fait rêver finalement quand on était gamin de tous les films qu'on pouvait voir à la télévision, pourquoi Cousteau aurait caché une telle information? Oui, et puis cette histoire de film de mauvaise qualité venant de l'homme, du réalisateur du Monde du silence, ça semble quand même sujet à caution et ça pose problème. Alors, Cousteau lui-même a démenti toutes ces informations. Voilà. La Fondation Cousteau a démenti aussi cette information. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, je me demande pourquoi, effectivement, le commandant Cousteau aurait éludé cette information essentielle pour la zoologie. Pourquoi? Lui qui était à la recherche toujours de tout ce qui était extraordinaire dans les mers. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, je prends du recul par rapport effectivement à l'article que j'avais pu écrire 20 ans avant. Mais, il y a toujours un mais, et si cette affaire existait vraiment? Si cet animal existait vraiment? Alors, il y a des hypothèses, bien sûr. Alors, quelles peuvent être les hypothèses? Eh bien, les hypothèses, d'abord, c'est le grand requin blanc. Le grand requin blanc, on sait qu'il y a des requins blancs dans la mer Rouge, dans toutes les mers du globe. C'est possible, mais s'il y avait eu véritablement une cage descendue par l'équipe Cousteau, est-ce qu'un grand requin blanc, le célèbre Carcharodon carcharias, aurait-il pu broyer une cage à requins? C'est impossible. Donc, on peut exclure l'hypothèse du grand requin blanc. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse du Carcharodon mégalodon, le fameux mégalodon du Miocène, qui est quand même qui a vécu il y a 18 millions d'années et qui a été remis au goût du jour ces dernières années par les romans de Steve Halten sur le mégalodon. Et puis, il y a tout le film de Spielberg, etc., avec cette peur de l'immense requin blanc qu'était le mégalodon, qu'on a retrouvé encore dernièrement dans un film assez extraordinaire au niveau point de vue, par exemple, j'ai plus le titre avec un acteur, là, bon, l'histoire d'un énorme requin qui attaquait un bateau, etc. C'est le mégalodon. Alors, ce mégalodon, c'était un animal, un poisson, qui avait une longueur de 25 mètres maximum. Voilà. Et on a retrouvé dans nos archives, on a retrouvé
en mars 1954 en particulier, le côte australien Rachel Cohen, qui passait en cale sèche à Adélaïde pour un carénage, eh bien, on retrouva dans la coque de ce bateau un demi-cercle décrit par l'implantation des dents et des traces de 1 mètre de rayon. Et il est précisé que le capitaine se souvient d'un gros choc de nuit lors d'une tempête au large de l'île de Timor, et les gystiologues, c'est-à-dire les zoologues qui s'occupent de la zoologie marine et lacustre, eh bien, les gystiologues australiens ont conclu que l'animal possédait une telle dentition qu'il devait mesurer 24 mètres. Voilà un témoignage fort, précis. Alors, bien sûr, ce type de témoignage a fait réapparaître le fantasme de la survie du mégalodon. Il y a un autre témoignage, par exemple, en 1963, de David Stead, qui a écrit un livre extraordinaire sur les requins australiens, qui dit « J'ai entre les mains des dents de carcharodon draguées dans le Pacifique. Ce n'étaient pas des dents fossiles, mais très récentes, appartenant certainement à un spécimen de 25 à 30 mètres de long. » Donc, il y a certains témoignages, certains faits troublants qui montrent que peut-être, le mégalodon existerait encore. Ce sont des témoignages quand même très ponctuels, mais sur l'affaire Cousteau, bien entendu, on peut exclure aussi l'existence du mégalodon. Je pense que il y a certainement des témoignages qui voient des très gros requins blancs, des témoignages qui sont peut-être excessifs et qui parlent effectivement de mégalodon. On ne peut être sûr de rien. On a retrouvé un sélacanthe au début du XXe siècle, un poisson de plusieurs millions d'années. Alors donc, ça, c'est exact. Cela dit, le mégalodon, ça passe pas inaperçu quand même. C'est pas précisément un maquereau. Donc voilà. Alors, un mégalodon ne passe pas véritablement inaperçu. Donc, je pense que même… Alors, les jeunes mégalodons pêchaient près des côtes, les jeunes. Mais les mégalodons adultes, ce sont des animaux pélagiques. Donc, même si ce sont des animaux qui ont changé peut-être au cours des millions d'années leur façon de vivre dans les océans, peut-être dans des profondeurs beaucoup plus importantes, je doute quand même que le mégalodon aujourd'hui survive. Malgré tout, on ne peut pas être sûr, étant donné qu'il y a quand même, comme je vous le rappelais là, il y a quelques minutes, des informations très précises sur des dents qui ont été retrouvées, sur d'autres informations qui font que des grands spécialistes des requins démontrent que cette dentition, par exemple, pouvait appartenir à des animaux de 25 mètres de long ou plus. Mais à titre personnel, j'exclurais aussi pour cette affaire Cousteau le mégalodon, bien entendu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la pieuvre géante. Alors, le fameux kraken. Oui, alors il y a la pieuvre géante du Pacifique et l'espèce de pieuvre qui est la plus importante, qui peut atteindre à peu près 3-4 mètres de longueur. Donc, c'est déjà un animal plutôt imposant, surtout lorsque l'on se trouve en plongée sous-marine. On voit un animal comme ça, c'est très important dans l'eau. Alors, la pieuvre géante a été très longuement débattue. L'existence de la pieuvre géante a été très longuement débattue, essentiellement à cause de l'échouage
de Sainte-Augustine en 1896, où là, on a vu sur cette plage les restes d'un animal énorme, et on a dit effectivement tout de suite que ça pourrait être une pieuvre géante digne des romans de Jules Verne. Alors pendant des années, on a pensé que ce cadavre de Sainte-Augustine était une pieuvre géante. Il y a eu d'autres cas d'échouage de pieuvres géantes comme celle-ci, mais celle de Sainte-Augustine est très importante. Et on a pensé pendant des décennies qu'il s'agissait d'une pieuvre géante. Mais en réalité, c'est mon collègue et ami Michel Rénal de l'Institut virtuel de cryptozoologie qui a fait une étude remarquable sur cette affaire, en démontrant certainement que s'il s'agissait de restes de cachalots. Alors, il faut toujours faire très attention en ce qui concerne les échouages. Par exemple, vous avez l'échouage du chalutier japonais Zuegu Maryu en 1977, où on voit effectivement les restes d'un soi-disant plésiosaure. Et en réalité, ce n'était pas du tout un plésiosaure, comme l'a démontré Bernard Revelmans, c'était un requin pèlerin en décomposition. Puisque, par exemple, le requin pèlerin en décomposition a une décomposition, lorsqu'il se décompose, on dirait effectivement les restes d'un plésiosaure. Donc, il faut faire très, très attention en ce qui concerne les échouages des animaux. Donc, lorsque l'on procède par élimination, en ce qui concerne cette affaire Cousteau, ça ne peut pas être un requin blanc, ça ne peut pas être un mégalodon, ça ne peut pas être une pieuvre géante, très certainement pas une pieuvre géante, ou alors il faudrait vraiment que la cage du commandant Cousteau ait existé, il faudrait que le chameau, ou plutôt le dromadaire, ait existé, et il faudrait que cette pieuvre soit tellement immense que de sa force, elle puisse broyer une cage à requins, ce qui est assez peu probable. Ouais. Alors, dans les recherches que je n'avais pas faites à l'époque, il y a 20 ans en arrière, dans les recherches, finalement, il y a un animal qui ressort de cette affaire, c'est la raie manta. Alors, la raie manta, c'est un animal qui peut avoir 7 mètres d'envergure avec un poids de 2 tonnes. Voilà. Donc, la raie manta, elle possède deux sortes de petites cornes de part et d'autre de la bouche, ce qui lui a valu le nom de diable de mer. Voilà, on retrouve cette île du diable avec cette référence. Et on retrouve, et ce que je n'avais pas énoncé dans mon article il y a 20 ans en arrière, c'est-à-dire que lorsque vous regardez la morphologie, la face de la raie manta, eh bien, tous les zoologues parlent du diable de mer. Et peut-être que là, c'est finalement le serpent qui se mord la queue. On en revient peut-être au témoignage des populations locales lorsqu'ils parlent de l'île du diable. Eh bien, finalement, peut-être que finalement, cet animal qui vivrait dans l'anse du Goubet serait tout simplement une raie manta. Et on sait très bien que dans la mer Rouge, par exemple, il y a des raies manta, bien entendu. Donc, en procédant par élimination, on peut effectivement penser que les animaux ou l'animal qui vit dans cette zone serait une raie manta. Voilà. Mais c'est une suggestion, c'est une hypothèse. Alors, quant à savoir si l'affaire Cousteau est une affaire réelle ou une affaire inventée ou peut-être une affaire grossie par les populations, par les Européens qui se trouvaient là-bas, on ne peut pas en être sûr. On ne peut pas en être sûr. Par contre, vous avez des gens qui croient effectivement à cette affaire Cousteau.
je pense que j'ai retrouvé dans mes archives un article ou une référence au zoologue, effectivement, Jean-Jacques Barlois, notre regretté cryptozoologue et chercheur Jean-Jacques Barlois, qui, effectivement, dans une déclaration qu'il avait faite, je crois, sur France Inter, avait quand même semé un certain doute permettant certaines questions sur l'existence de cette affaire. Donc, pour moi, c'est une affaire non résolue. C'est une affaire non résolue, puisque d'un côté, on a la Fondation Cousteau, on a Cousteau lui-même qui a complètement démenti cette histoire. Pourquoi aurait-il démenti cette histoire? Il n'y a aucune raison qu'il puisse démentir cette histoire. Surtout pour Manta. Encore un mégalodon, ça remettrait en question un certain nombre de connaissances et d'approches, mais si on s'oriente vers votre conclusion sur l'arrêt Manta, ça semble très étrange. C'est très étrange. Alors, il y a certains auteurs qui ont parlé, par exemple, du tylosaure, qui était un mosasaurien, un reptile marin énorme, qu'on peut voir du reste dans un des films de Jurassic World, au début, je crois, du dernier film, avant celui qui va paraître en 2022. Le tylosaure, c'était un animal qui faisait 11-15 mètres, une sorte de crocodilien géant. On a retrouvé une carcasse d'un animal en 1976 à Bornéo qui ressemblerait à un tylosaure. Mais ça peut être aussi un crocodile marin géant, comme c'est une zone à crocodile marin, toute cette zone indo-pacifique. Donc, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. C'est pour ça qu'à l'époque, mon article, j'avais peu de références au départ. Donc, j'ai émis un certain nombre d'hypothèses, mais finalement, lorsqu'on procède par élimination, je pense véritablement que cette affaire a été montée de toutes pièces. Pour quelle raison, on n'en sait rien. On ne le saura jamais, très certainement. Est-ce qu'elle a été montée par des personnes peu scrupuleuses? Est-ce qu'elle a été montée par les populations locales qui voulaient peut-être qu'il y ait une affaire particulière dans cette zone? On n'en sait rien. Je pense quand même qu'en sous-marin, il y a quand même quelque chose, qui correspond à une espèce animale, obligatoirement. Et pour ne pas rentrer vraiment dans quelque chose d'incroyable au niveau de la zoologie, c'est vrai que l'hypothèse de l'arrêt Manta me paraît la plus plausible au niveau zoologique. Au niveau de l'histoire en elle-même de cette affaire Cousteau, moi, je serais tenté de dire aujourd'hui, 20 ans plus tard, il n'y a plus d'affaire Cousteau. Il n'y a plus d'affaire Cousteau. Je connais des plongeurs qui sont partis dans cette zone, qui ont plongé dans la fosse du Gourbet, qui n'ont absolument rien vu. C'est vrai que c'est une zone très mystérieuse qui peut faire peur, mais pour des plongeurs professionnels, il n'y a pas eu de problème particulier. Voilà. Donc, peut-être qu'un jour, on saura la vérité. C'est possible. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, ce n'est pas l'identité zoologique de cette espèce qui peut être effectivement être celle d'une raie Manta. Ce qui me préoccupe, c'est pourquoi des gens, des Européens, des populations locales, surtout les Européens, parce que ce sont les Européens qui ont parlé des cages, la cage qui plongeait à l'intérieur. Pourquoi les Européens ont parlé de ça? Pourquoi des militaires ont parlé de ça? Et pourquoi, finalement, les populations locales ont peur de cet endroit? C'est ça le plus important. Sur l'affaire Cousteau, je pense qu'il n'y a plus d'affaire Cousteau. Et on peut très bien imaginer que cette émission suscite des commentaires et pourquoi pas des témoignages nouveaux qui pourraient donner un point final. Pourquoi pas? C'est notre vœu à travers Bien entendu, cette émission bien et entendu, toutes les parce conclusions. qu'il y a encore, je pense, des membres de l'équipage de la Calypso qui étaient avec le commandant. Je crois que sa dernière mission, je l'ai rappelé tout à l'heure,
dans cette zone-là datait de 1995. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que le commandant Cousteau est décédé en 1997. Je pense. Oui. Ce n'est pas une affirmation. Voilà. Donc, en 97, c'était pour étudier les requins. Est-ce que finalement, toute la zone, quand on a vu réapparaître la Calypso et lorsqu'on a vu réapparaître l'équipe Cousteau dans cette zone du Goubet, on s'est dit, tiens, c'est pour aller chasser le monstre. Donc, les langues se sont déliées. Et bien sûr, j'espère que peut-être il y a des anciens membres de l'équipe Cousteau qui écouteront votre émission, Philippe, et qui pourront nous donner peut-être un début de vérité, en tout cas, voilà, ou remettre les choses telles qu'elles sont. Mais comme on l'a dit au début de notre interview, je doute que le commandant Cousteau ait voulu intentionnellement cacher au monde de la science une découverte qui aurait été finalement extraordinaire. Parce que lorsque on dit que le commandant Cousteau n'a pas voulu montrer ce film parce que le monde n'était pas préparé à voir un tel film, ça n'a aucun intérêt. Au contraire. Au contraire, son nom aurait été associé définitivement à peut-être la découverte d'une espèce survivante de dinosaures ou autre. Bon, voilà. Absolument. Je suis bien d'accord avec vous, Philippe. Absolument. De sens. Absolument. Bon, écoutez, en tout cas, ce qui est formidable, c'est que l'enquête est passionnante. Vous l'avez menée ici tel un fin limier en détective. C'est absolument passionnant parce qu'on arrive à une conclusion jusqu'à preuve du contraire ou de nouveaux témoignages qui seraient relancés par l'intermédiaire de cette émission. Donc, on lance l'appel une nouvelle fois. Et puis, merci à vous. On rappelle votre actualité, la sortie d'un livre prochain pour ce qui vous concerne. Alors oui, la sortie d'un livre prochain qui s'appelle Enki, l'ultime frontière. Alors c'est un peu la suite de mon premier livre, La recherche du Mokele Membe, qui parle effectivement de nos dernières expéditions dans cette zone complètement inexplorée d'Afrique centrale. Et j'attends donc l'apparition de ce livre dans les jours qui viennent. Parfait. Bon, on vous lira avec plaisir. On vous suivra aussi dans une prochaine émission. Ce sera même l'épisode final, qui sera le bouquet final, où on fera un tour du monde passionnant des espèces qui restent encore à découvrir ou qui restent peut-être à l'état de légende. Merci Michel Ballot pour votre éclairage expert. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et c'est le plaisir de tous d'ailleurs, vu les commentaires chaleureux qui sont à chaque fois. Ah oui. Je remercie tous vos internautes des commentaires chaleureux qui sont mis dans votre chaîne. Et puis, encore une fois, merci d'ouvrir votre chaîne à des sujets aussi passionnants et aussi diversifiés. Moi-même, qui travaille la cryptozoologie depuis 1977, donc ça ne date pas d'hier, eh bien, je m'intéresse à vos autres émissions sur la médiumnité, sur l'ufologie, sur la conscience. Et c'est passionnant parce que je pense qu'au travers d'émissions comme les vôtres, on apprend beaucoup de choses qu'à l'origine, on n'est pas censé connaître. Mais merci pour cette appréciation et merci à tous ceux qui nous suivent, toutes celles qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux aussi à chaque fois et qui s'ouvrent à tous ces sujets. La cryptozoologie n'est pas forcément très médiatisée. C'est ici l'occasion d'en proposer une vision. D'en parler. Merci Michel Ballot. À très bientôt, à très vite pour une nouvelle émission. À bientôt Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Au revoir.